un élément de notre appareil psychique. Freud dit l'homme n'est pas seulement conscience, mais chez l'homme également, il y a un inconscient psychique. Et cet inconscient psychique, Freud l'explique à partir de 2 topiques. Dans la première topique qu'il a élaborée en 1900, Freud dira que donc, on peut donc parler de l'inconscient, du préconscient et donc de la conscience. Il parle de l'inconscient, du préconscient et de la conscience. Il dit donc, l'inconscient, c'est donc tout ce qui est refoulé. Donc, l'inconscient, c'est tout ce qui est refoulé par donc le préconscient. Ce qui n'est pas donc arrivé à la surface donc de la conscience, c'est ce qu'il appelle donc l'inconscient. Les désirs, n'est-ce pas, les pulsions, n'est-ce pas, les actes manqués, tous ces éléments-là, Freud donc va les ranger dans ce qu'il appelle l'inconscient. Et le préconscient, c'est le filtre. C'est le filtre parce que c'est de là maintenant qu'on va voir est-ce que cet acte-là est conforme avec la réalité. C'est ça donc le préconscient. C'est donc, il faut voir en rapport avec les exigences morales, en rapport avec les normes de la société. Et maintenant, la conscience, c'est là où maintenant il y a la réalité, ce qui peut être appliqué. Mais il va développer cette topic dans la deuxième, quand il parle du moi, du surmoi et du ça. Et maintenant, il dit que le ça, c'est donc le siège des désirs, des pulsions. C'est le siège des désirs, des pulsions. Le ça correspond donc à l'inconscient. Il dit que le ça est le siège des désirs, le ça est le siège donc des pulsions, le ça donc est le siège de tout ce qui est refoulé. Refoulé par qui ou par quoi, mais refoulé par le surmoi. Et le surmoi, c'est le gendarme. Le surmoi, c'est le gendarme, c'est le surmoi qui doit censurer les actes, qui doit donc censurer les désirs. Si maintenant il y a déphasage entre ce que veut le ça, n'est-ce pas, et ce que veut donc le moi, il y aura donc la censure, et donc le surmoi va jouer donc le rôle de gendarme. C'est pourquoi donc il dit que le surmoi, c'est là où maintenant on va voir donc les exigences morales, les normes, n'est-ce pas, la société. Et maintenant il dit le moi, c'est tout ce qui est conforme à la réalité. Tout ce qui peut être donc réalisé, tout ce qui peut être donc fait sans problème. Ce qu'il appelle donc le moi. Le moi, le surmoi et le ça. Et c'est ça un peu donc la théorie de Freud. Et après, il va parler donc de la sexualité infantile et de son rôle dans donc la formation de la personnalité. Mais ça, c'est peut-être de long développement. Mais retenez que chez Freud, la conscience règne, mais ne gouverne pas. L'homme est gouverné par l'inconscient. L'inconscient domine la conscience. Il dit même l'inconscient, c'est la partie cachée de l'iceberg. L'iceberg, c'est de la glace, par exemple. Si vous prenez une glace, ce que vous voyez là, ce qui apparaît, il dit, c'est ça la conscience. Mais ce qui n'apparaît pas et qui est à l'intérieur, qui est donc la partie la plus essentielle, c'est ce que Freud donc appelle l'inconscient. Il dit que l'homme est gouverné par un inconscient. Alors, maintenant, il y a cette réponse-là, va me permettre donc de transiter à cette question. Accorder à l'inconscient une place plus grande que celle de la conscience, n'est-ce pas nier la liberté de l'homme et d'admettre l'absence de raison chez lui? Alors, Freud dit que l'inconscient occupe la plus grande partie dans notre appareil psychique. Autrement dit, l'homme n'est pas libre. Si vous postulez un inconscient psychique, vous niez la liberté de l'homme. Parce qu'un sujet inconscient est donc déterminé par quoi? Par son inconscient. Si vous dites que l'homme, dans son appareil psychique, réside un inconscient et que l'inconscient est une faculté, alors donc l'homme n'est pas libre. Parce que toutes ses actions sont donc déterminées par son inconscient. Et quand on accorde maintenant à l'inconscient une place importante, là on va nier la liberté, parce que la liberté suppose la conscience. Être libre d'abord, c'est être conscient. Et être conscient, c'est être donc un sujet de raison d'abord. Alors quand on postule l'inconscient, là on remet en cause la liberté humaine et par là même on nie la conscience ou on nie la raison. Donc accorder une place importante à l'inconscient, c'est effectivement nier la liberté humaine. Or, Jean-Paul Sartre dit l'homme est liberté parce que l'homme est doté d'une conscience, mais également l'homme est responsable. Donc on ne peut pas ôter à l'homme sa liberté
ou sa responsabilité, parce que l'homme est un sujet conscient. En tant que sujet conscient, il est donc libre. Et il est libre parce que tout simplement, il n'y a pas un inconscient. Mais dès l'instant qu'on postule un inconscient, là, on nie carrément la liberté de l'homme. Alors, différenciation entre langage humain et langage animal. Alors, vous savez, le langage, quand on le définit dans un premier temps, dans son sens général, on va dire que le langage, c'est tout système de signes pouvant servir de moyen de communication. Si maintenant le langage est défini comme tout système de signes pouvant servir de moyen de communication, là, on peut parler de langage animal parce que les animaux communiquent par des gestes. Les animaux communiquent par des gestes. Les animaux communiquent par des cris. Donc, les cris, les gestes, tout ça, donc, on peut donc prendre ça comme étant un langage, mais c'est dans son sens restreint. Donc, la définition du langage au sens restreint implique un langage animal. Et c'est ce que maintenant a démontré Carl von Frisch, quand il dit que maintenant, la danse des abeilles est une forme de communication. Parce qu'il dit quand l'abeille danse, l'abeille va donner maintenant des informations sur la distance, sur l'abondance, mais également distance, abondance et direction. Donc la danse de l'abeille livre 3 informations. Va indiquer la distance, est-ce que c'est proche ou est-ce que c'est loin, n'est-ce pas? La direction, quel sens prendre? Et maintenant l'abondance, est-ce qu'il y a assez de nourriture? C'est pourquoi Carl von Frisch dit, l'abeille peut danser soit en 8, soit en cercle. Quand maintenant l'abeille danse en cercle, c'est parce que donc la nourriture n'est pas trop loin, parce que l'abeille va tourner sur elle-même. Et cette abeille-là qui danse, c'est ce qu'on appelle donc l'abeille éclaireuse. Mais, ceci est-il forcément un langage? Descartes dira non. Descartes dit le langage suppose nécessairement la pensée. Il dit que ce qui fait que les animaux ne s'expriment pas comme nous, ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'organes, la langue par exemple, ou d'autres organes, mais c'est parce qu'ils sont dépourvus de pensée. Alors la première différence entre le langage animal et le langage humain, c'est que les animaux n'ont pas de pensée, alors leur langage sera limité. La danse des abeilles, dans la nuit, cette danse-là ne peut pas fonctionner. La danse des abeilles, ce n'est pas une danse pour parler, mais c'est lié à leur code génétique. C'est lié à leur programmation génétique, c'est lié à leur instinct, c'est naturel. Mais l'homme peut, le langage humain évolue également. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement, il y a ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication. L'homme donc va développer des outils, l'homme donc va développer des techniques, n'est-ce pas, pour faciliter donc la communication. L'internet est là, les WhatsApp, TikTok, n'est-ce pas? On a donc des plateformes et maintenant des technologies qui sont là pour permettre la communication de l'homme. Et au-delà également, quand on parle du langage humain également, il y a ce qu'on appelle le code linguistique. Les animaux n'ont pas de code linguistique. Et c'est ce que dit d'ailleurs Ferdinand de Saussure. Il dit que donc les hommes, donc ils peuvent varier les codes et les signes linguistiques, or que le langage animal est figé. Le langage animal est figé. Or le langage humain est évolutif. Alors de là, on peut dire qu'il y a une différence entre langage humain et langage animal. C'est ce qui amène d'ailleurs certains à dire même que l'homme est le maître du langage. Alors, quelle est la genèse de l'État? Quelle est la genèse de l'État? Genèse veut dire origine, n'est-ce pas? Origine ou naissance. Alors, il y en a qui vont postuler ce qu'on appelle une origine contractuelle de l'État. Autrement dit, il y en a qui soutiennent l'idée que l'État n'a pas toujours existé, mais l'État est né d'un contrat. L'État est né d'un pacte. Quand on dit que l'État est né d'un contrat ou que l'État est né d'un pacte, là on postule ce qu'on appelle une origine contractuelle de l'État. Et cette origine contractuelle de l'État est défendue par ce qu'on appelle les contractualistes ou les théoriciens du contrat. Pour Jean-Jacques Rousseau, pour Thomas Hobbes, pour Pufendorf et Grotius,
l'État est né d'un contrat. Autrement dit, avant l'État, il y avait ce qu'on appelait un état de nature, avec E minuscule. Et état de nature, c'est le moment pendant lequel les hommes vivaient en dehors des lois. Il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas d'institution. Et Hobbes nous dit, pendant cette situation, l'homme est naturellement méchant et les hommes vivaient en guerre. Il dit, c'est pour sortir de la guerre, de tous contre tous, que les individus maintenant vont signer un pacte social. Et c'est ce pacte social qui va maintenant donner naissance à ce qu'on appelle l'État. Donc l'État est né d'un pacte social. C'est pourquoi il dit, c'est comme si chacun disait à chacun, donc je renonce au gouvernement de moi-même, je ne vais pas me gouverner moi-même, et maintenant je vais autoriser l'action du chef, et le chef là, il l'appelle le Léviathan. Donc chaque homme va renoncer au gouvernement de soi, et en renonçant au gouvernement de soi, là maintenant on va définir un gouvernement civil, un gouvernement social, un gouvernement politique, et ce gouvernement politique-là, c'est ce qu'on nomme avec le terme d'État. C'est pourquoi donc l'État est un pouvoir institutionnalisé qui exerce son autorité sur un territoire bien déterminé.